ferrèrent devant le peloton. J'avais sérieusement besoin de me reposer, mais ne pouvais me le permettre, dans la mesure où cette dernière tournée nous avait apporté plus de gloire que d'argent. En fait, nos fonds avaient tellement diminué que nous dûmes ramener Mother Earth de 64 à 32 pages. Vu l'état de nos finances, il me fallait repartir en tournée. Bain me rejoignit à New York fin mars 1909, et dès le 15 avril, il avait déjà organisé pour moi une série de conférences sur le théâtre. Au début, tout se passa pour le mieux. Mais en mai, un record fut battu. Au cours de ce seul mois, la police m'arrêta dans 11 lieux différents. J'avais vécu des expériences comparables dans le passé, mais le chef de la police de New Haven dépassa ses collègues en ingéniosité par un nouveau mode d'intervention. Il nous autorisa, Ben et moi, à pénétrer dans la salle que nous avions louée et plaça ensuite devant les portes un détachement d'agents afin d'empêcher l'accès à toute autre personne. Ainsi, des foules de gens, dont de nombreux étudiants venus m'écouter, ne purent rentrer. Le chef de la police ne tarda pas à apprendre, cependant, que l'originalité coûte cher. Les journaux locaux, qui n'avaient jusque-là jamais protesté contre les atteintes aux droits d'Emma Goldman, commencèrent à clouer au pilori la police pour ingérence dans un rassemblement pacifique, entre guillemets. Les autorités new-yorkaises avaient depuis toujours fait preuve de stupidité dans les méthodes qu'elles appliquaient pour persécuter les anarchistes. Mais leur sottise atteignit des sommets lorsque, au 3e dimanche de ma tournée, elles firent irruption au Lexington Hall. Ce jour-là, le sujet séditieux portait sur Henrik Ibsen, précurseur du théâtre moderne. Avant l'ouverture de la séance, plusieurs inspecteurs étaient passés voir le gardien des lieux pour le menacer d'arrestation, lui et sa famille, s'il me laissait prendre la parole. Le pauvre homme prit peur, mais la location avait déjà été réglée et Ben avait conservé le reçu. Le gardien ne put rien faire, et les hommes en civil s'en allèrent, l'emmenant avec eux au commissariat. Dès que je commençais mon discours, la brigade anti-anarchiste, entre guillemets, apparut et se déploya dans la salle. À l'instant même où je prononçais le mot Henrik Ibsen, le brigadier chef bondit à la tribune et hurla « Vous ne collez pas au sujet, encore une fois, et nous mettons fin au meeting. » « C'est pourtant exactement ce que je fais, » répondis-je tranquillement, tout en poursuivant ma conférence. Le policier m'interrompait tout le temps, m'ordonnant sans cesse de m'en tenir au sujet. Je finis par répondre avec une certaine impatience. « Je me tiens justement à mon sujet. Mon sujet, c'est Ibsen. »« Absolument pas, vociféra-t-il. Votre sujet, c'est le théâtre, alors que vous parlez d'Ibsen. » L'hilarité de l'assistance aggrava l'indignation de mon érudit interrupteur. Je ne pus poursuivre, car il ordonna aussitôt à ses hommes de faire évacuer la salle, ce qu'ils firent en éjectant les gens de leurs chaises et en usant généreusement de leurs matraques. Or, il se trouve que ces conférences du dimanche matin étaient fréquentées presque exclusivement par des Américains, la généalogie de certains d'entre eux remontant au « père pèlerin ». Monsieur Alden Freeman d'East Orange, fils d'un important actionnaire de la Standard Oil Company, en faisait partie. C'était son premier contact avec la police, et il s'indigna naturellement de son comportement, tout comme les autres Américains de sang bleu. Pour nous, cible de la persécution depuis des années, la dispersion de ma conférence n'avait rien d'exceptionnel. Combien de fois mes meetings, tout comme les rassemblements d'ouvriers, avaient été réprimés sans la moindre raison. Pas une fois au cours de mes 20 années d'intervention publique, je ne sus avant la dernière minute si on m'autoriserait ou non à parler et si j'allais dormir dans mon lit ou sur une simple planche au poste de police. Les descendants du Mayflower, en anglais dans le texte, après avoir lu les nouvelles sur de telles méthodes policières, avaient sans doute pensé que les responsabilités m'en incombaient, que j'avais peut-être préconisé la violence ou l'usage des bombes. D'ailleurs, ni eux ni la presse n'avaient jamais émis d'objection. Cette fois, cependant, l'affront était essuyé par de vrais « Américains », jusqu'au fils d'un milliardaire, associé et ami intime de Rockefeller. C'était intolérable. Même le New York Times s'indigna, et les autres quotidiens lui emboîtèrent le pas. Les journaux se remplirent de lettres de protestation. Mon grand ami William Marion Reedy, du Mirror en anglais, dans le texte, de Saint-Louis, et Monsieur Louis F. Post du Public en anglais dans le texte, qualifièrent la persécution d'Emma Goldman de complot délibéré perpétré par la police du pays pour russifier la Constitution américaine.
Cette situation conduisit à la création d'un comité pour la libre expression et à la publication d'un manifeste signé par des Américains, hommes et femmes de tous horizons. Des écrivains, des peintres, des sculpteurs, des avocats, des médecins et des gens de toutes opinions se mobilisèrent pour combattre les méthodes de la police new-yorkaise. Sa vie entière, M. Freeman avait cru que la liberté d'expression était une vérité et non un simple simulacre. Il fut réellement choqué de se trouver confronté à la réalité et s'identifia aussitôt avec la campagne du comité nouvellement constitué. M. Freeman, certain que je serais autorisé à prendre la parole chez lui à East Orange, se proposa généreusement pour y organiser un meeting. Il m'invita aussi au déjeuner de la Mayflower Society dont il était membre. Une fois que les gens auraient constaté que vous ne ressemblez pas à l'individu décrit dans les journaux, ils seront heureux de venir vous écouter, dit-il. Les sociétaires de la Mayflower se révélèrent sans intérêt, et les discours ennuyeux. Alors que le déjeuner se terminait, ma présence finit par se savoir. L'effet qu'aurait produit une bombe lancée au beau milieu de l'assemblée n'aurait pu être plus désastreux. Pendant un instant, un silence de mort régna, puis quelques convives se levèrent précipitamment et sortirent d'un air hautain. Les femmes semblaient frappées de paralysie et ne pouvant bouger, cherchaient désespérément à mettre la main sur leur flacon de sel. Quelques-unes foudroyèrent M. Freeman du regard. Seule une poignée de téméraires se hasarda à faire face au dragon. Je m'amusai, mais pour mon hôte la déception fut terrible. C'était un deuxième coup porté en peu de temps à ces précieuses conceptions de la liberté et des traditions américaines. Le troisième coup que reçut M. Freeman arriva peu après le déjeuner. La Mayflower Society discuta de son expulsion ou de sa démission forcée pour avoir osé introduire Emma Goldman en son sein. Mais cela ne l'affligea pas, et il entreprit gaillardement d'organiser un meeting dans sa ville. Le soir prévu, nous trouvâmes l'accès à la salle barré par la police qui annonça qu'il n'y aura pas de conférence. M. Freeman invita alors le public rassemblé, à se rendre chez lui en précisant que la réunion se tiendrait sur sa pelouse. Nous marchâmes triomphalement dans l'aristocratique East Orange, passant devant des résidences d'une splendeur palatiale. Une énorme foule, à laquelle se mêlèrent des policiers et des journalistes, nous suivit. Cette petite ville tranquille n'avait jamais connu pareille manifestation. La demeure de M. Freeman était un superbe hôtel particulier entouré d'un magnifique jardin. C'était une propriété privée et la police savait que son autorité s'arrêtait là, où commençaient les droits de propriété. Elle n'osa pas entrer sans autorisation et resta devant le portail. Le garage de M. Freeman, qui nous servit de salle de réunion, s'avéra plus confortable que certains foyers ouvriers. Les lumières colorées dansaient comme des ombres dans la nuit et projetaient des silhouettes fantastiques. On aurait dit un tableau évoquant le lieu de naissance légendaire de l'enfant Jésus, où, à la place des Alléluia, résonnait un chant de liberté et de révolte. À la suite de l'épisode d'East Orange, des gens dont je n'avais jamais entendu parler vinrent offrir leur aide, s'abonner à Mother Earth et se procurer nos publications. Par la grâce de la matraque policière, ils avaient pris conscience qu'Emma Goldman n'était ni meurtrière, ni sorcière, ni fanatique, mais une femme possédant un idéal social que les autorités essayaient de réprimer. La campagne du Comité pour la libre expression débuta par un grand meeting à Cooper Union. Bien que ce fût une fin juin caniculaire, la vieille salle historique était bondée de gens d'origine sociale et de tendances politiques des plus diverses. Les orateurs, eux aussi, divergèrent sur la presque totalité des questions, mais un engagement commun les unissait, le besoin impératif de mettre le holà au despotisme grandissant de la police. M. Freeman, qui présidait, raconta avec humour comment lui, fils d'un homme de la Standard Oil, avait été, entre guillemets, poussé dans les bras de l'anarchisme. Puis il prit un ton sérieux pour exposer le but de la réunion. Si Emma Goldman était assise à cette tribune, un bâillon dans la bouche et flanqué d'un policier de chaque côté, cette image traduirait avec clarté et simplicité les raisons de notre présence ici ce soir, et le pourquoi des lettres et des télégrammes de protestation et de solidarité qui affluent de l'Atlantique au Pacifique et du golfe du Mexique au Grand Lac et inondent le comité. Les orateurs suivants s'exprimèrent dans la même veine. La plus brillante fut Voltairine de Cleyre, qui dans un discours affirma que
La liberté d'expression n'a de sens que si elle signifie la liberté de dire ce que d'autres n'aiment pas entendre. Ce meeting et la campagne énergique du comité eurent comme effet quasi immédiat la révocation par le maire, M. McClellan, du général Bigman, le commissaire principal dont le régime militaire avait été responsable des méthodes répressives. Alors que j'étais plongé dans ces différentes activités, je reçus une lettre d'un responsable du Boston Globe, en anglais dans le texte, m'informant que le quotidien organisait un concours pour la rédaction d'une nouvelle déclaration d'indépendance. Est-ce que je ne voudrais pas, comme plusieurs radicaux y ont déjà promis d'y participer, soumettre une contribution ? L'auteur de la lettre ajoutait que le meilleur article serait publié par le Boston Globe et serait rémunéré. Je répondis que même si de nos jours peu d'Américains se souciaient de l'indépendance, j'y participerais pour m'amuser. Mon texte, que j'avais structuré presque entièrement sur le modèle de la déclaration d'indépendance, mais dans une nouvelle formulation et en lui conférant une autre signification, fut envoyé au Boston Globe. Au bout d'un certain temps, une enveloppe me parvint avec un chèque et les épreuves de ma déclaration, en français dans le texte. Une lettre d'accompagnement de la part de mon ami au journal expliquait que le propriétaire avait vu par hasard les épreuves sur le bureau du rédacteur en chef. « Envoie un chèque à cette femme et retourne-lui sa foutue déclaration anarchiste, avait-il ordonné. Je ne veux pas d'elle dans le Boston Globe. » Le dernier numéro de Mother Earth allait être mis sous presse, et nous eûmes tout juste le temps de substituer mon article à un autre de moindre importance. Le 4 juillet, jour de l'indépendance, note de l'édition, entre les quantités d'exemplaires que nous vendîmes et de nombreux exemplaires distribués gratuitement, des milliers de personnes purent lire la nouvelle déclaration d'indépendance, en français dans le texte. Au mois de septembre, je fis une brève tournée avec Ben à travers le Massachusetts et le Vermont. Nos conférences furent interdites encore et encore par la police, qui intervenait directement ou intimidait les propriétaires des salles. À Worcester, dans le Massachusetts, le soutien du révérend Elliot White et de sa femme, Madame Mabel A. White, me permit de prendre la parole en plein air. Ils suivirent l'exemple de notre ami Alden Freeman et nous offrirent l'hospitalité de leur vaste pelouse. Pour une fois, on entendit la voix de l'anarchisme, non pas sous la bannière étoilée, mais sous un pavillon plus approprié, le ciel infini et les myriades d'étoiles scintillantes, tandis que les grands arbres nous abritaient de curieux venus badauder. Notre séjour à Worcester fut surtout marqué par le discours que prononça Sigmund Freud lors du 20e anniversaire de l'université Clark. Sa lucidité d'esprit et la simplicité de son expression me firent une profonde impression. Encadrés par un aéropage de professeurs guindés et suffisants, affublés de leurs toges et toques universitaires, Sigmund Freud, modeste et presque farouche, vêtu d'un costume ordinaire, paraissait un géant au milieu des pygmées. Il avait quelque peu vieilli depuis que je l'avais entendu à Vienne en 1896. À l'époque, il avait été attaqué comme juif et novateur irresponsable. Bien qu'ayant acquis une stature mondiale, ni l'opprobre, ni la célébrité n'avaient influencé le grand homme. À mon retour, à New York, de nouveaux combats m'absorbèrent. Il fallut récolter des fonds à la fois pour la grève des ouvrières de la confection qui mobilisa 15 000 salariés et pour celle des sidérurgistes de McKeesport en Pennsylvanie. Note de l'édition. À l'hiver 1909, les ouvrières de la Triangle Shears White Company s'organisèrent et décrétèrent la grève. Le syndicat prévoyait que 3 000 personnes se joindraient à la grève. Elles furent plus de 20 000 à cesser le travail. Citation de Howard Zinn, Une histoire populaire des États-Unis, édition Hagon, 2002, page 371 à 373. Retour au texte. Les anarchistes ayant toujours été parmi les premiers à apporter leur aide, je dus prendre la parole à de nombreux meetings et aller voir différentes organisations ouvrières pour plaider la cause de leurs confrères syndiqués. Ce fut ensuite le soulèvement en Espagne. Les ouvriers espagnols avaient déclaré la grève générale pour protester contre les massacres au Maroc. Note de l'édition. Ces événements, connus sous le nom de Semaines tragiques, se déroulèrent à Barcelone et dans d'autres villes espagnoles du 26 juillet
au 2 août 1909. Retour au texte. Comme d'habitude, la presse américaine donna une version déformée de la situation. Pour la contrer, nous dûmes lancer immédiatement une campagne destinée à dévoiler la vérité et l'importance réelle de ces événements. Nos camarades espagnols, en Amérique, sollicitèrent mon aide que je leur accordais volontiers. Nous apprîmes un peu plus tard l'arrestation à Barcelone de Francisco Ferrer, anarchiste et pédagogue libertaire, accusé d'être l'instigateur de la grève générale. Nous prîmes conscience du danger imminent qui menaçait notre camarade et de la nécessité de mobiliser en sa faveur l'opinion américaine éclairée. En Europe, de nombreux hommes et femmes éminents et aux idées avancées avaient déjà entrepris une campagne intensive en faveur de Francisco Ferrer. En Amérique, ils étaient peu à en faire autant. La situation nous imposa donc un rythme d'activité plus soutenu. Mother Earth, des meetings, des conférences et des flots ininterrompus de gens nous submergeaient de l'aube jusqu'à très tard dans la nuit. Ben me précéda à Philadelphie où un engagement m'attendait quelques jours plus tard. À son arrivée, des camarades l'informèrent que depuis peu, les réunions radicales dans la ville de l'amour fraternel, entre guillemets, étaient systématiquement interdites. Ben, encore imprégné de cette confiance des Américains dans les fonctionnaires de la police, alla voir le directeur de la sécurité publique qui régnait alors en tsar sur Philadelphie. Non seulement ce potentat le reçut sèchement, mais il annonça que jamais il n'autoriserait Emma Goldman à parler dans sa ville, entre guillemets sa ville. Les adeptes locaux de l'impôt unique adoptèrent des résolutions pour dénoncer cette décision despotique et envoyèrent une commission à l'hôtel de ville pour exiger que l'on m'accorde le droit à la parole. Le dictateur du service de police, constatant que je comptais des Américains parmi mes amis, rentra ses griffes et déclara: Emma Goldman pourra prendre la parole à condition de se soumettre à une petite formalité. Elle devra me laisser les notes de sa conférence. Je répondis que naturellement je n'en ferais rien, car je contestais l'existence même de la censure. Sur ce, le directeur décida de ne pas me laisser parler. Le meeting pourra avoir lieu, annonça-t-il, mais Emma Goldman se verra interdire la loge des Odd Fellows, même si je dois faire appel au service de police tout entier pour l'en empêcher. Il tint promesse. Il mit à ma disposition 6 hommes en civil que je n'avais évidemment pas sollicités et qui se postèrent devant l'entrée du petit hôtel où j'étais descendu. Le soir, au moment où je me mettais en route pour rejoindre la loge des Odd Fellows, en compagnie de l'avocat de la Free Speech League de Philadelphie, la police nous emboîta le pas. Des agents à pied, à cheval et en voiture s'alignaient le long des murs de la salle et dans toutes les rues attenantes. Non seulement l'entrée me fut interdite, mais je dus rentrer à l'hôtel par un chemin dicté par les agents qui ne me lâchèrent pas d'une semelle tant que je n'eus pas réintégré ma chambre. Le meeting eut lieu, et y prirent la parole anarchistes, socialistes et partisans de l'impôt unique, mais non Emma Goldman. Ainsi Philadelphie fut sauvée. Les défenseurs de l'impôt unique et les membres de la Free Speech League insistèrent pour que l'affaire soit portée, à valeur de test, devant les tribunaux. J'avais envers la procédure judiciaire une totale méfiance, mais mes amis soutenaient qu'en cas de refus de ma part, la police persisterait indubitablement dans ses tactiques. Un combat juridique, en revanche, localiserait l'attention du public sur ces pratiques, entre guillemets, à la russe, visant à me bâillonner. Voltairine de Cleyre se rallia elle aussi à l'idée de ce test devant les tribunaux, et j'y consentis. Pendant ce temps, les journaux publièrent des articles à sensation sur la situation, et les policiers restèrent devant mon hôtel. Le propriétaire, un homme plutôt progressiste, se comportait de façon extrêmement correcte avec moi, mais cette publicité indésirable nuisait à son commerce. Nous déménageâmes donc dans une des grandes auberges de la ville. Je commençais tout juste à déballer mes affaires lorsqu'un coup de fil m'annonça qu'une erreur avait été commise. Les chambres nous avaient été attribuées à tort car elles avaient été déjà réservées, et il n'en restait plus aucune de libre. La même chose nous arriva dans plusieurs autres hôtels. Si la présence de Ben ne posait pas de problème, en revanche, aucun ne voulait de moi. Je finis par trouver refuge chez des amis américains. Pendant 3 semaines, leur maison fit l'objet d'une surveillance permanente, et entre le moment où je la quittais et mon retour, j'étais prise en filature. De plus, la police essaya de soudoyer la domestique pour qu'elle espionnât ma chambre et rapportât ce qui s'y passait.
mais la chère âme refusa. Tout au contraire, elle m'aida à échapper à la vigilance des policiers durant toute une journée. Ma présence à New York fut requise de toute urgence. Le dimanche 13 octobre au matin, la même domestique nous fit passer. Elle nous fit passer, Ben et moi, par la porte arrière de la maison et traverser plusieurs jardins pour déboucher dans une ruelle. Nous atteignîmes la gare sans être vus, et peu après nous filions à vive allure vers l'est. À New York, nous avions pour mission d'organiser un meeting de masse en hommage à Francisco Ferrer, victime en Espagne du papisme et du militarisme. Depuis 8 ans, l'Église papiste livrait une guerre impitoyable à Francisco Ferrer, car il avait osé frapper là où elle était la plus vulnérable. Entre 1901 et 1909, il avait fondé 109 écoles modernes et, encouragé par son exemple et son influence, les éléments progressistes avaient créé 300 établissements non confessionnels. Jamais auparavant, l'Espagne catholique n'avait vu pareille audace, mais c'était avant tout l'école moderne de Ferrer qui venait sans cesse troubler la paix des pères de l'Église. Ces derniers, enragés de cette tentative d'affranchir l'enfant de la superstition et de la bigoterie, des ténèbres du dogme et de l'autorité. L'Église et l'État percevaient le danger qui menaçait leur domination séculaire, et ils essayaient d'écraser Ferrer. Ils avaient été à 2 doigts de réussir en 1906. À l'époque, ils l'avaient fait arrêter à la suite de l'attentat de Moral contre le roi d'Espagne. Le jeune anarchiste Mateo Moral avait financé avec sa fortune personnelle la bibliothèque des écoles modernes et avait travaillé avec Ferrer comme bibliothécaire. Son acte ayant échoué, il avait mis fin à ses jours. Les autorités espagnoles découvrirent alors le lien entre Mateo Moral et l'école moderne et arrêtèrent Ferrer. Tout le monde en Espagne savait qu'il était opposé aux actes de violence politique et qu'à la place de la force, il prêchait la pédagogie moderne en laquelle il avait une foi inébranlable. Il n'était pas pour autant hors d'atteinte des pouvoirs constitués. Il avait été sauvé en 1906 par des protestations dans le monde entier, mais désormais l'Église et l'État exigeaient leur livre de chair. Alors que Ferrer était recherché par la police, il vivait chez un camarade à environ 16 km de Barcelone. Il y était en parfaite sécurité et aurait pu échapper à la fureur de l'Église et des cliques militaires qui réclamaient sa mort. Or, apprenant par une proclamation officielle que toute personne qui l'hébergerait serait fusillée, il décida de se constituer prisonnier. Les amis anarchistes chez qui il vivait, une famille pauvre avec 5 enfants, étaient conscients du danger qu'il courait, mais implorèrent Ferrer de rester. Il promit qu'il le ferait afin d'apaiser leurs craintes pour sa sécurité. Mais cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Ferrer se glissa par la fenêtre de sa chambre, quitta la maison et marcha en direction de Barcelone. Peu avant d'atteindre la ville, il fut reconnu et arrêté. À la suite d'un simulacre de procès, Francisco Ferrer fut condamné à mort et fusillé dans l'enceinte de la prison de Montjuïc. Il mourut comme il avait vécu, proclamant dans un dernier souffle « Vive l'école moderne !» Après le meeting d'hommage à Ferrer à New York, je repartis à Philadelphie pour poursuivre notre combat pour la liberté d'expression. Dans l'attente de la décision du tribunal sur la contestation juridique en cours, une réunion informelle du comité de soutien de notre campagne fut organisée dans ma chambre. Nous étions tranquillement en train de discuter autour d'un café quand on frappa violemment à la porte. Plusieurs policiers s'engouffrèrent dans la pièce. « Vous êtes en train de tenir une réunion secrète !» déclara leur chef en ordonnant aux gens de sortir. Je répondis. « Comment osez-vous interrompre ma fête d'anniversaire ? Ce sont mes invités venus le célébrer avec moi. Est-ce un crime à Philadelphie ?»« Anniversaire, hein ?» ricana l'agent. « Je ne savais pas que les anarchistes fêtaient leur anniversaire. Nous attendrons dehors pour voir jusqu'à quelle heure vous allez faire la fête. » Certains des tenants de l'impôt unique présents s'indignèrent vigoureusement, non pas que la police ait troublé par la force notre cercle amical, mais qu'elle ait violé le caractère sacré de la propriété privée. Mes visiteurs se dispersèrent rapidement, me laissant perplexe devant la question de savoir quelle était la plus grande difficulté à laquelle nous autres anarchistes étions confrontés. L'emprise sur l'homme de l'inviolabilité de la propriété privée ou sa croyance en l'État.
Sous les auspices de la Free Speech League, un grand meeting présidé par Leonard D. Abbott clôtura notre campagne. Parmi les orateurs figurèrent Robert Baker, ancien député, Frank Stephens, Theodore Schroeder, George Brown, le cordonnier philosophe, Voltairine de Cleyre et Ben Reitman. On fit lecture des lettres de protestation contre mon bâillonnement, entre autres celles de Horace Strobel, Charles Edward Russell, Rose Pastor Strokes, Alden Freeman et William Marion Reedy. Quelque temps après, le directeur de la sécurité publique de Philadelphie fut démis de ses fonctions sous les chefs d'accusation de concussion et de corruption.